Bonjour, dans le cadre de ces méthodes innovantes, je vais vous parler de l'imagerie du cartilage et donc principalement de la cartographie T2 avec le logiciel d'Oléasphère. L'étude du cartilage n'est pas nouvelle, on a utilisé plusieurs techniques. La première, c'était les techniques avec injection intra-articulaire de produits de contraste. Donc elles concernent l'arthroscanner et l'arthro-IRM. Alors en sachant qu'encore aujourd'hui, grâce à sa très haute résolution d'image, à sa reconstruction multiplanaire de très haute qualité, l'arthroscanner reste le gold standard. Même si l'arthro-IRM s'en rapproche de plus en plus grâce à des séquences 3D inframillimétriques à très haute résolution T2 sur T1 qui donnent de bons résultats. Donc voici quelques images que vous connaissez tous en arthroscanner avec de la bonne qualité d'image aussi bien dans le plan d'acquisition que dans les reconstructions et quelques images d'arthro-IRM donc avec ces séquences à haut rapport T2 sur T1 de type donc Fiesta pour General Electric, Trufisp et Balance FFE pour les autres constructeurs. Et vous voyez qu'on a de la très haute résolution à la fois en contraste et en résolution spatiale. Alors cependant, ces deux techniques ont un réel souci, c'est qu'elles sont donc traumatiques et toujours avec ce risque septique dû à l'injection intra-articulaire. Donc on s'est tourné vers des techniques sans produit de contraste et là l'IRM trouve toute sa place. Mais quelle séquence utiliser? On a pratiquement tout fait, en toutes les familles de séquences, que ce soit du spin-écho, de l'écho de gradient ou de l'écho planar. On a utilisé aussi toutes les pondérations que l'on connaît, en 2D ou en 3D, et aussi bien avec ou sans saturation de la graisse. Ce qui est très intéressant depuis quelques temps, c'est l'utilisation de séquences 3D fast spin-écho en densité proton avec saturation de la graisse. Ce sont des séquences donc, qui sont une vraie valeur ajoutée pour l'étude du cartilage. Ce sont des séquences à acquisition inframillimétrique et qui permettent des reconstructions multiplanaires de très bonne qualité. Donc voici un exemple chez un patient où vous avez de l'imagerie 2D à gauche avec sur la crête du cartilage en axial, donc un rehaussement de signal assez prononcé mais pas bien défini. Et sur l'image donc en sagittal, on voit une légère bande en hypersignal dans le cartilage trochléen. Lorsque vous faites l'imagerie en 3D, vous voyez qu'on a en reconstruction 0,5 mm une grande précision de la petite encoche sur la crête du cartilage. Et aussi sur le plan sagittal, on voit très bien la zone d'hypersignal entre le cartilage et l'os sous-chondral. Autre exemple, le fait que les séquences soient en coupe assez épaisse en 2D. Vous voyez que sur la pathologie cartilagineuse, eh bien, on n'a que 2 à 3 coupes qui passent dedans. Lorsque vous faites la 3D cube et que vous faites des reconstructions en 2 mm 5, vous voyez qu'on peut avoir une succession d'images sur la pathologie cartilagineuse et voir reconstruire aussi en coupe très très fine pour bien voir là les imageries en coup d'ongle sur le cartilage. Autre exemple chez ce patient où on peut supposer qu'il y a une lésion cartilagineuse sur le condyle externe donc en imagerie 2D. Lorsqu'on fait de la reconstruction en 3D, eh bien, on voit très bien ici cette petite zone-là de lésion cartilagineuse bien mise en évidence qu'on ne voyait pas en 2D. Alors, toutes ces séquences, toutes ces techniques, elles sont très intéressantes lorsqu'on est dans des grades 2, 3 ou 4. Par contre, lorsqu'on est devant un cartilage à surface normale et qu'on recherche soit une chondromalcie ou une accumulation de petits traumatismes chez les sportifs, c'est un peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Donc, il y a un consensus sur la séquence en densité de protons avec saturation de la graisse. Elle permet, cette séquence, d'avoir une bonne étude musculo-tendineuse et une bonne étude cartilagineuse, et encore plus si on l'utilise en 3D. Par contre, elle présente 2 points d'interrogation. Elle est à la fois interprète dépendant et opérateur dépendant. Interprète dépendant parce que voir un léger rehaussement de signal au sein d'un cartilage n'est pas toujours évident et ça suscite une certaine expérience. Et puis surtout, c'est une interprétation sur des critères morphologiques. Elle est également opérateur dépendant. Il va falloir, nous, manipulateurs, lorsqu'on écrit notre séquence, faire très attention à bien gérer les artefacts et à ne pas modifier le contraste pour mettre en erreur l'interprétation. Donc, premier artefact que l'on connaît à gérer, le déplacement chimique, est une variation donc, de fréquence de résonance entre l'eau et la graisse. Il faudra veiller à toujours travailler avec des bandes passantes très élevées pour ne pas fausser les mesures. Vous voyez que sur l'image en bas à gauche, on est sur une bande passante de l'ordre de 62 kHz. On a fait une mesure du cartilage qui est de 4 mm. À droite, on a utilisé la même séquence, mais pour laquelle donc, on a mis une bande passante à 16 kHz. Et vous voyez qu'on a du déplacement chimique sur la corse
corticale osseuse, qui réduit considérablement l'épaisseur du cartilage de 10%. Autre artefact, le phénomène de Gibbs, ou appelé également troncature, donc c'est une transition brutale de signal entre deux tissus et qui a l'habitude de donner des images en stries. Et dans le cadre du cartilage, eh bien, ça peut donner de fausses images multilamellaires, ce qui n'est pas réel. Et donc il faudra veiller à travailler avec des matrices relativement élevées et peu asymétriques. Enfin, dernier artefact, l'artefact d'angle magique. Celui-ci donc survient dans les structures comprenant des fibres de collagène, lorsque celles-ci font un angle de 55 degrés par rapport à B0 et que l'on travaille avec des séquences à TE court, donc de type T1, densité de protons ou tous les échos de gradient, eh bien on a un rehaussement de signal au sein de cette structure. Donc là, je vous ai mis un exemple sur le fléchisseur du pouce. Vous voyez qu'à un TE à 50 millisecondes, on voit le fléchisseur du pouce, même si le signal est un petit peu élevé dans la partie médiale. Lorsque vous faites la même séquence, la même acquisition en TE court de 8 millisecondes, donc en TE, vous voyez qu'on a une disparition quasi complète de ce tendon et on est typiquement à 55 degrés par rapport à B0. Donc il faudra se méfier également sur le cartilage, puisqu'il peut être également soumis à cet angle magique et y faire très attention. Alors le contraste peut être modifié principalement par deux éléments, donc le temps d'écho et le train d'écho. Le temps d'écho est le plus important parce que le train d'écho, en fait, lui, doit s'adapter au temps d'écho pour que la qualité d'image soit bonne et qu'elle ne crée pas de blurring artefact. Donc là, je vous ai mis un exemple donc assez parlant. Tout en haut à gauche, vous avez donc une acquisition avec un TE à 35 millisecondes, qui n'est pas anodin parce qu'il faut savoir que la valeur tissulaire d'un cartilage sain, c'est entre 30 et 40 millisecondes. Donc là, on est bien au milieu et vous voyez que sur la facette externe de la rotule, on voit bien un rehaussement de signal assez prononcé. Si vous travaillez sur des densités de protons avec des TE beaucoup trop bas, de l'ordre de 15 millisecondes, comme c'est le cas sur l'image du milieu, vous voyez qu'on a tendance un peu à blanchir l'ensemble de l'imagerie, à savoir donc la zone pathologique et aussi le cartilage. Donc ça rend un peu plus difficile l'interprétation. De même, si vous êtes trop pondéré T2 et que vous êtes dans des TE à 100 millisecondes, vous avez tendance cette fois-ci à noircir l'ensemble de votre image, donc à la fois la pathologie et la cartographie. Et vous m'accorderez que sur le premier coup d'œil, on voit tout de suite la pathologie en haut à gauche, ce qui est un peu moins le cas sur les autres séquences. Alors, si on est en défaut, quelle solution pourrait-on prendre? Eh bien, c'est la cartographie T2, donc le T2 mapping qu'on peut utiliser. Donc le cartilage, on le sait, c'est un tissu hyalin composé à 90% donc, de fibres de collagène et de protéines, donc de protéoglycanes. Ces deux rôles principaux sont l'amortissement et le glissement. C'est composé de multicouches avec une zone tangentielle qui est donc parallèle à l'os sous-chondral, une zone radiale qui est perpendiculaire et une zone intermédiaire, la transitionnelle, avec des directions différentes des fibres de collagène. Alors, quel est le principe du T2 mapping? C'est de calculer en fait l'augmentation hydrique du cartilage qui va s'effectuer lorsque on va être en présence d'une chondromalacie. Eh bien, on va avoir une perte de l'harmonie de ces fameuses fibres de collagène. On va avoir une diminution assez importante des protéines, des protéoglycanes, et donc une perte de cohérence totale, donc due aux interactions moléculaires dans ce réseau fibro-collagène. On va travailler principalement sur ce qu'on appelle la relaxométrie, donc sur le calcul des relaxations. On connaît, on sait que la relaxation T1, c'est la repousse longitudinale des protons. Celle-ci, pour le cas présent, ne va pas nous intéresser. On va plutôt s'occuper de la décroissance exponentielle T2 transversale, et c'est celle-ci qui va nous intéresser pour le calcul du T2 mapping. Donc, quel type de séquence on utilise? C'est une séquence à multi-échos qui vont de l'ordre de 10 à 80 millisecondes. La plupart du temps, on positionne entre 9 et 11 coupes. On se positionne par rapport au plan de référence en DP-FATSAT qu'on a pu voir avant. Et en règle générale, c'est une séquence qui dure entre 2 minutes 30 et 3 minutes si on fait 11 coupes. Donc, vous voyez qu'on peut très facilement l'intégrer dans un protocole d'études articulaires. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'il y a une réelle diminution globale du signal entre le premier écho ici où le cartilage est gris et le dernier où le cartilage donc est fortement noirci. Et vous voyez la retranscription de cette décroissance par une exponentielle décroissante T2 ici que l'on peut observer.
Alors l'approche de l'éosphère, ça va être une approche donc probabiliste. C'est basé sur une méthode qui a été décrite il y a déjà fort longtemps par un monsieur qui s'appelait Thomas Bay. Et ce qui est très intéressant pour l'étude du T2 mapping, surtout, c'est que cette méthode va permettre de nous affranchir encore plus du bruit de fond et avoir un calcul du T2 mapping plus juste. Donc voilà ce que ça peut représenter sur ces deux courbes. Vous avez en abscisse donc les T2 réels, donc avec 20, 40, 60 et 80 millisecondes. Et par contre, en ordonnée, vous avez les estimations. Donc à gauche, les estimations de la méthode bayésienne et à droite, les estimations des méthodes linéaires que l'on connaissait avant. Lorsqu'on fait varier à différents niveaux le bruit de fond, eh bien, vous apercevez que dans la méthode bayésienne, malgré les différenciations de bruit, eh bien, on reste toujours fortement accolé à la ligne réelle donc, de la correspondance entre le vrai T2 et les estimations, et surtout dans cette zone entre 30 et 40 millisecondes qui va être la zone de travail du T2 mapping, alors que lorsque l'on observe la même chose sur la méthode linéaire, vous voyez que dans la zone de 30-40 millisecondes, eh bien, on est un peu éloigné quand même de cette valeur réelle. De même, lorsqu'on arrive dans des échos lointains, là encore, on se disperse plus que sur la méthode bayésienne. Donc ça, c'est, je dirais, le premier point intéressant de la méthode utilisée avec Oléasphère. Alors, je vous ai séparé volontairement en plusieurs étapes ce qui se passe lorsqu'on fait le calcul du T2 mapping, en sachant que ça peut se faire plus systématiquement et ne pas passer par ces étapes. Donc là, d'abord, on rentre les valeurs du T2 mapping et il fait son calcul de relaxométrie. Et vous pouvez observer que sur donc, le calcul de la relaxométrie, ici, vous avez quand même encore un bruit de fond qui est résiduel. Donc on peut... en faisant jouer certaines valeurs, diminuer ce bruit de fond comme on le voit là. Et là, on est fin prêt pour faire le calcul exact de l'analyse du cartilage. Donc voilà, excusez-moi, voilà comment ça se présente. Donc dans la partie en haut à gauche, ça va nous servir à visionner le graphisme de la décroissance T2. À droite, c'est l'image de référence qui, si vous ne rentrez pas de corrélation avec des images anatomiques, ça va être l'image du T2 mapping, donc que ce soit l'écho à 10 ou à 80, c'est vous qui le choisissez. Et puis, ce qui est important, c'est ce que vous avez en bas à gauche et en bas à droite, où là, on va séparer le calcul des échos. On calcule d'abord les échos, on va dire, sains, de 10 à 40 millisecondes, et ensuite, à droite, on calcule les échos donc, dits pathologiques, c'est-à-dire que lorsqu'on est en rehaussement hydrique, on est au-delà de la valeur du cartilage sain, donc de 40 millisecondes. On est sur une échelle de couleurs que j'ai choisie volontairement du rouge au vert dans les deux cas, parce que la plupart du temps, ça se passe pour... Le calcul pour l'imagerie du cartilage sain se passe dans une zone de 30 à 40 millisecondes, donc dans une zone verte. Et la pathologie, en règle générale aussi, de chondromalacie ou même de légérodème du cartilage se passe dans une zone qui est aux environs de 40 à 55-60 millisecondes, donc dans une valeur rouge. Et je dirais que même pour un béotien du T2 mapping, au premier coup d'œil, vous voyez le cartilage sain en vert, le cartilage pathologique en rouge. Donc c'est assez facile à visionner. Alors ce qui est aussi très intéressant dans le fait de coupler le T2 mapping avec de l'imagerie anatomique, c'est de pouvoir faire varier, comme je l'ai fait ici, la transparence de l'échelle de couleur entre cette première image et la dernière. Vous voyez qu'on a fait progressivement disparaître la couleur pour arriver et bien démontrer que le calcul en couleur correspond bien à la zone pathologique, et ça c'est surtout, je dirais, intéressant pour votre correspondant. Alors les couleurs c'est bien joli, mais c'est bien aussi, on a parlé de décroissance T2 exponentielle, donc on va les calculer. Et on va aussi calculer la valeur du TE. Alors, on va d'abord mettre une région d'intérêt dans le vide, je dirais par habitude, plus qu'autre chose, qui nous permet d'avoir la certitude de ne pas avoir une séquence bruitée. Et vous voyez que sur le graphisme, eh bien, on a bien la valeur bleue qui est bien au 0. Ensuite, on va mettre une région d'intérêt dans le cartilage sain, et on va observer donc une décroissance exponentielle T2 que l'on connaît. Et ensuite,
on va dans le cartilage pathologique. Et là, on s'attend à deux choses. D'abord, une valeur de signal, merci. D'abord, une valeur de signal plus élevée, puisque plus chargée en eau, donc plus de signal, et surtout une décroissance T2 beaucoup plus longue, vous voyez, qui va mettre beaucoup plus de temps pour venir à l'état d'équilibre. On prend aussi dans cette valeur-là le calcul du TE, et vous voyez que pour ce patient-là, j'espère qu'on le voit bien, mais donc le TE du cartilage sain est aux environs de 37 millisecondes, le cartilage pathologique est aux environs de 50 millisecondes. Excusez-moi. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que sur les méthodes qu'on connaissait avant, pour avoir la corrélation de l'image axiale d'EPFATSAT avec du T2 mapping, il fallait qu'on acquiert l'axial d'EPFATSAT exactement de la même façon que le T2 mapping, c'est-à-dire même épaisseur de coupe, même espacement de coupe et même plan de coupe. Avec le logiciel, on peut en fait partir sur une séquence 3D, ce qui est le cas dans notre service où on travaille exclusivement en 3D sur le genou. On a la possibilité donc de faire des reformatages et reconstruire dans les trois plans de l'espace. Et on va choisir le plan de l'espace qui nous intéresse. Si le T2 mapping a été acquis en axial, on va choisir le plan axial, si c'est en coronal, coronal et sagittal, et ainsi de suite. Et ce qui est très intéressant, c'est que malgré que le T2 mapping soit acquis en coupe de 3 mm et que là, les reconstructions soient de l'ordre de 2 mm, le logiciel va pourtant s'adapter. Donc voilà ce que ça donne avec donc cet exemple d'un homme de 42 ans qui a des lésions, qu'on recherche des lésions méniscales et cartilagineuses suite à un blocage en position fléchie. Décidément. Donc là, vous voyez que sur la facette externe, principalement de la rotule, on a un très fort rehaussement donc, de signal en T2 mapping. Lorsqu'on prend les mesures, on voit bien que le TE du cartilage sain est aux environs de 30, cartilage pathologique aux environs de 50 millisecondes, et avec une décroissance qui va prendre beaucoup plus de temps à revenir à l'état d'équilibre. Autre patiente avec de 35 ans qui présentait un syndrome patellaire assez important. Et vous voyez que quand on prend les mesures, on a bien, décidément, on a bien une décroissance T2 qui va mettre vraiment beaucoup de temps. Et d'ailleurs, lorsqu'on observe l'imagerie couleur, on voit qu'on est dans une zone presque verte, donc on est très loin, et on est de l'ordre de 57 millisecondes, donc on commence à être assez loin dans le calcul. Alors bien évidemment, sur l'imagerie anatomique, on voyait très bien, mais ça conforte complètement avec le T2 mapping. Autre patiente donc, de 28 ans, qui a donc des craquements itératifs sans autre anomalie, et vous voyez que sur l'ensemble des images, on n'a pas vu grand-chose. On a juste observé que peut-être là, il y avait un petit rehaussement de signal, pas franchement franc. Pourtant, lorsqu'on fait le T2 mapping, on voit bien qu'il y a une réelle chondromalacie. Et lorsqu'on prend les mesures, on voit aussi cette courbe qui va descendre beaucoup plus lentement. Alors, on a vu qu'on pouvait choisir le plan axial, mais on peut aussi donc, choisir le plan sagittal. Vous voyez que là, ce patient a une chondromalacie très importante, donc vue en sagittal. On prend toujours notre mesure à l'extérieur pour être sûr de ne pas être altéré par le bruit. On a notre décroissance du cartilage sain et pathologique avec une valeur à 35 et une valeur à 54. Alors ce cas est intéressant, c'est un patient qui présente des douleurs sous-rotuliennes et donc on observe effectivement qu'il y a une anomalie de signal au sein du cartilage trochléen. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que le T2 mapping a pu calculer le tendon rotulien à l'insertion de la rotule. Alors on peut se poser la question, peut-être que, ça c'est assez rare, hein, il faut vraiment que le tendon soit très chargé en eau, peut-être que si on couplait des séquences à ultra-short TE, mais qu'on puisse les faire à multi-écho avec du T2 mapping, peut-être qu'on pourrait faire aussi en routine du T2 mapping sur l'étude tendineuse. Donc on peut aussi le faire dans le plan coronal, comme vous le voyez, un patient qui a été opéré du ligament croisé antérieur et qui donc vient après un traumatisme sur cette ligamentoplastie avec des douleurs internes, et on le comprendrait. Et lorsqu'on calcule ici le cartilage du condyle interne, eh bien on voit un cartilage sain à 27 et un cartilage pathologique à 60. Alors, autre intérêt, c'est que donc là, je vous ai montré qu'on pouvait
donc utiliser les reconstructions de la 3D. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser juste la 3D et le logiciel va s'adapter, alors que c'est un plan sagittal, il va s'adapter au plan de reconstruction du T2 mapping. Donc voilà ce que ça donne. J'ai donc chargé la 3D. Dans le plan de référence, bien évidemment, il ne me met que le sagittal puisque c'est acquis dans le plan sagittal. Par contre, il a calculé lui-même, il a fait sa reconstruction axiale pour pouvoir coller dessus le T2 mapping sur l'imagerie en DP FATSAT. Bien évidemment, comme c'est des coupes en 0,6 mm et que le T2 mapping est en 3 mm, eh bien, on n'est pas tout à fait au même niveau. Donc, on va placer un petit curseur dans la pathologie pour après avoir un plan orthogonal dans le plan sagittal qui correspond à ce que l'on a en axial. Et voilà ce que ça donne. Donc, on fait le calcul avec ici aussi une imagerie du cartilage fortement endommagée, puisqu'on a une décroissance qui part très très haut et qui va mettre beaucoup plus de temps que la décroissance T2 du cartilage sain. Là, je vous ai mis un autre exemple un peu plus zoomé pour vous montrer qu'effectivement, là, les images sont fortement bruitées, puisque ce sont du 0,6 mm, ce n'est pas reformaté, mais ça nous permet quand même de bien analyser le cartilage, la petite anomalie du cartilage rotulien externe, avec une valeur à 28 et une valeur à 51. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser sur d'autres anatomies? Bien sûr. C'est plus difficile parce que le cartilage du genou est particulièrement épais. En cheville, c'est plus compliqué, mais on peut obtenir, comme chez ce patient qui a des thalasgies post-traumatiques, on voit ici toutes ces anomalies en soutalienne. On a fait quand même le T2 mapping et on obtient bien nos décroissances T2 saines et pathologiques. Donc, est-ce que ça a un intérêt? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est faisable et ça s'acquiert aussi facilement. Alors, le dernier plus, je dirais, du logiciel, c'est de pouvoir faire un calcul de volume de la zone pathologique. Donc, on intègre d'abord les 9 coupes ou les 11, selon ce que vous avez fait. On va choisir celles qui vont nous intéresser pour le calcul du volume, en enlevant les autres. On va ensuite nettoyer pour ne pas être parasité, vous voyez, par tous ces petits points ici, pour avoir un calcul plus fin. Et ensuite, on va, à l'aide d'un pinceau, peindre les zones de calcul que l'on souhaite avoir. Et on les retranscrit ensuite sur les images en DP FATSAT, comme vous le voyez là, avec le T2 mapping associé. Et ça nous permet d'avoir un calcul du volume, comme vous voyez ici, de 51 cc, et qui est aussi écrit sur les images en bas à gauche. Donc, je dirais qu'en conclusion, on peut utiliser différentes techniques pour l'étude du cartilage. L'injection intra-articulaire, on a vu que c'était très intéressant et que ça restait le must pour l'arthroscanner, mais c'est un peu traumatique et donc avec toujours les risques septiques. L'utilisation de séquences IRM grâce à la 3D Fast Spin Echo, on obtient des bons résultats parce qu'on a des coupes inframillimétriques, des bonnes reconstructions multiplanaires. Et puis quand on est en défaut, eh bien, on va aller sur de la cartographie. C'est très intéressant pour les micro-traumatismes des jeunes sportifs et puis pour les chondromalacies, on a de très très bons résultats. On peut vraisemblablement l'utiliser pour le suivi des chondroprotecteurs. Je n'ai pas assez d'expérience pour vous en parler, mais je pense que ça peut être intéressant. Et surtout, on voit qu'on change de monde, quoi. On passe du côté subjectif au côté quantitatif, et donc de mesurer surtout l'état matriciel avant même qu'il y ait donc une perte de substance du cartilage, et donc de passer de l'étude morphologique à de l'étude biochimique. Voilà, je vous remercie. Merci à Marlène et Anaïs pour leur aide précieuse.